1985. Pour revenir de Gaza à Tel Aviv, j'emprunte, avec un ami israélien, un taxi collectif. En notre compagnie, 5 jeunes Palestiniens. Sans être tendu, l'atmosphère n'est pas propice aux échanges, bien que nous parlions arabe. Les chants arabes que le chauffeur écoute sur son mini-cassette meublent le silence. S'engage alors une discussion sur la chanson. Nous lui demandons de mettre une cassette de Marcel Khalife, un chanteur progressiste libanais. La glace est aussitôt rompue. Nous ne sommes pas de l'autre bord. Les langues se délient. Tous les passagers se rendent à Tel Aviv, où ils sont, pour la plupart, employés dans des restaurants et gagnent de 1000 à 1500 francs par mois. Comme des dizaines de milliers d'autres Palestiniens, ils vont, tous les jours, travailler de l'autre côté de la ligne verte, cette frontière qui sépare Israël des territoires occupés. Eux, ils sont déclarés, recensés, ce qui n'est pas le cas de tous. Ainsi, chaque matin, à Tel Aviv, se tient le marché aux esclaves, où dès 5 heures se regroupent des hommes venus de Gaza pour vendre leur force de travail. Des entrepreneurs israéliens passent en voiture et embauchent le nombre de bras qui leur sont nécessaires. Payés à la journée, sans garantie sociale ni stabilité d'emploi, ils représentent une main-d'œuvre corvéable à merci. Comme les immigrés en Europe, les Palestiniens occupent des emplois que personne ne veut assurer à leur place. La vie quotidienne d'un jeune Palestinien est rien moins que facile sous l'occupation. Notre chauffeur raconte l'histoire à la fois exemplaire et banale de son frère. Il est parti en Yougoslavie pour faire des études de mécanique. Après la première année, consacrée à l'apprentissage de la langue, il est revenu ici en vacances. Il a été convoqué par la police qui lui a mis en main le marché suivant. Soit tu travailles pour nous, soit tu ne pourras plus voyager. Il a refusé. Et alors, ils ont ressorti une affaire, vieille de 4 ans, de participation à une manifestation. Il est passé devant un tribunal militaire où il suffit d'un seul témoin à charge pour être condamné. La police a évidemment trouvé un témoin qui l'a reconnu, entre parenthèses, 4 ans après. Il a écopé de 3 mois de prison ferme. Et maintenant, il ne peut plus voyager. Cette législation d'exception s'applique à grande échelle. L'accusation la plus fréquente est celle de jet de pierre, qui peut aller chercher théoriquement jusqu'à 20 ans de prison ferme. Quelques exemples tirés de la presse. Le 29 janvier 1985, Mojahed Nim Ahmad Nabhan, un jeune de 15 ans du camp de réfugiés de Kalandia, est condamné à 1 an de prison ferme et 3 ans avec sursis pour jet de pierre. Le 11 février, Ahmed Moussa Issa, 14 ans, du camp de réfugiés de Djaïchesh, est condamné à 5 ans de prison pour avoir jeté un cocktail Molotov. Le 28 mars, Anis Abdalkarim Saed, 16 ans, originaire de Gaza, est condamné à 6 mois de prison ferme et 5 mois avec sursis pour jet de pierre. Peu de jeunes ici qui n'aient à un moment ou un autre connu la prison. Avec 4000 prisonniers de sécurité, entre parenthèses, qui passent ou demeurent chaque année en prison, les territoires occupés ont l'un des plus forts taux de prisonniers politiques du monde. En décembre 1987, éclate l'intifada.
La révolte des pierres. Jour après jour, des jeunes affrontent les forces d'occupation avec des cailloux. La population organise grèves et manifestations. Le boycott des produits israéliens s'étend. Quelques semaines plus tard, je me rends en Palestine. Carnet de voyage. Appelons-le Bassam. Nous l'avons rencontré à Hébron. Il se nomme Ahmed Haniplouz, Arabi à Ramallah. Il a 20 ans, n'a connu que l'occupation, et trouve pourtant que c'est le plus bel âge de la vie. Il a les yeux rouges de fatigue et ne sait pas encore où il dormira cette nuit. Il craint une nouvelle interpellation. En quelques mois, la Cisjordanie et Gaza sont devenus un immense pénitencier. Plus de 9000 emprisonnés. Il faudrait incarcérer 300 000 personnes en France pour atteindre une proportion équivalente de prisonniers politiques. Bassam connaît tous les recoins de sa ville, tous les habitants de son quartier. Il s'y promène en toute liberté, frappe à toutes les portes, demande à chacun de raconter les dernières incursions des colons, la manière dont la population les a repoussés, comment l'armée les a secourus. Bassam évite les grands axes et les patrouilles israéliennes qui les sillonnent, mais il sait que les pays réels échappent à leur contrôle, malgré les milliers d'hommes utilisés à la tâche. Auparavant, 500 soldats suffisaient à maintenir l'ordre dans toute la Cisjordanie. Bassam est communiste. Ahmad adhère à la Shabiba, l'organisation de jeunesse proche du Fatah. Arabi ne se reconnaît dans aucune en particulier, mais l'OLP résume pour lui son identité palestinienne. Ils ont tous ce même sourire, cette même assurance, cette confiance retrouvée qui surprend le visiteur habitué à la désespérance d'avant l'intifada. Intifada, ce mot peut se traduire par soulèvement. La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 rappelle: quand le gouvernement viole les droits des peuples, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indiscutable ou indispensable des devoirs. Cette intifada marque un tournant. David et Goliath inversent leur rôle. Israël s'expose comme un occupant impitoyable. Les médias internationaux transmettent les images d'adolescents armés de pierres abattus par l'armée. En Israël même grandit la conscience que l'on ne peut continuer impunément à diriger la Cisjordanie et Gaza. Les plus conscients rappellent la formule de Friedrich Engels: un peuple qui en opprime un autre ne saurait lui-même s'émanciper.